FC Barcelone, Inter Milan, c'est la demi-finale aller. Une affiche qui s'annonce absolument passionnante, une affiche qui n'est pas sans nous rappeler une autre demi-finale de Ligue des Champions, celle de l'édition 2010, l'Inter de Samuel Eto'o face au Barça de Messi et Ibrahimovic. Samuel, quel souvenir regarder de cette demi-finale vieille de 15 ans déjà? C'était le moment où peut-être Mourinho était à son summum. Ouais. Pour contrecarrer les plans d'un adversaire, pour être capable d'organiser son équipe, pour bien défendre, pour tirer le meilleur. Alors je dirais pas de joueurs moyens parce qu'il y avait des très grands joueurs, mais pour amener chaque joueur à son sommet. Et effectivement, c'était un peu ça l'Inter de cette année. Effectivement, hein, Philippe, c'était l'époque où le football de Mourinho était plus fort que celui de Guardiola. Bon, plus fort non, parce que d'une année sur l'autre, ça pouvait changer. Ouais. Et Guardiola l'a battu tellement de fois qu'on ne peut pas. C'est difficile d'affirmer. Ouais. Mais en tout cas, il y avait un vrai match. À l'époque, tout le monde ne jouait pas pareil. Effectivement, c'était une vraie opposition de style totale. Même si il faut quand même le modérer, dans le sens où l'Inter a fait un très bon match aller. Oui. Ils avaient surpris aussi le Barça en faisant un très bon match aller, en étant assez offensif, pas très offensif. Ça restait Mourinho quand même, mais quand même, ils avaient vraiment fait un match aller où ils avaient bousculé le Barça et leur avance n'était pas usurpée. Après, au match retour, là, ils ont dégagé en touche tout le match. Il y a eu un sommet d'anti-jeu, comme heureusement on ne voit plus trop souvent aujourd'hui maintenant des équipes jouer comme ça. C'est quand même rare. Je crois qu'ils avaient fait 14% de possession. Quand on voit les joueurs qu'il y a dans l'Inter, pas mal. 14%. Ça veut dire qu'en gros, les consignes de Mourinho, c'est vous dégagez en touche, encore dégagez loin, gardez pas la balle. L'Atlético un petit peu quand même. Ah non, 14%, non. 14%, c'est quand même même Simeone n'a jamais fait ça. Tiens, messieurs, j'ai une petite question quiz à vous soumettre à propos de cette demi-finale 2010 pour le match aller. Le FC Barcelone a fait le déplacement vers Milan, non pas en avion, mais en bus. Est-ce que vous savez, est-ce que vous vous souvenez pourquoi? Non. Il y avait le cratère islandais. On n'est pas loin. Effectivement, c'est la bonne réponse. C'était à cause du volcan islandais nommé Eyjafjallajökull qui était entré en éruption en mars 2010 et qui avait bloqué le trafic aérien en Europe avec le nuage de cendres. Tous les avions étaient cloués au sol. Donc 1000 km pour le FC Barcelone pour rejoindre Milan. Heureusement qu'ils ne jouaient pas à Moscou. Exactement. On en revient à l'édition 2025 avec un FC Barcelone qui avait fait l'essentiel en quart de finale aller face à Dortmund et qui a failli se faire surprendre au retour en concédant sa première défaite de 2025. Est-ce que là encore c'était un excès de confiance, excès de suffisance peut-être du Barça? Je me suis rendu compte également que finalement c'est un effectif jeune. Là aussi, il y avait eu quelques remaniements quand même. Donc bien sûr qu'il y avait le vieux et les Lewandowski quand même. La marge était importante avec ces 4 buts, mais alors la frayeur a été moins importante que du côté du Paris Saint-Germain. Mais on a quand même eu peur quand même. En tout cas, c'est un Barça qui s'est fait peur. C'est devenu possible quoi. Oui, voilà, exactement. C'est-à-dire que d'une équipe avec des certitudes, d'un rouleau compresseur, certes qui prend des buts, mais qui en marque toujours un de plus que l'adversaire, mais en ayant une forme d'assurance. Là, l'enjeu, effectivement, on arrive à une certaine altitude où c'est même ressenti que je joue avec le Paris Saint-Germain. L'altitude fait que on sent qu'ils peuvent être asphyxiés finalement par l'enjeu. C'est-à-dire que finalement, oui, il y a une qualification au bout. La maîtrise, elle n'est pas totale. Donc, ils sont quand même fait peur. Et on l'a vu sur les visages. Il y a une qualification, certes. Elle est méritée aussi sur l'ensemble. Ouais. Mais elle n'est pas maîtrisée. Pas hyper net sur le match retour, effectivement. En tout cas, offensivement et statistiquement, c'est un peu le jour et la nuit pour le Barça sur l'aller et le retour. Encore une fois, on a eu le droit à 2 matchs complètement différents. L'aller surdominé par le FC Barcelone, comme d'habitude, qui avait la possession, 60% de possession de balle, 10 tirs cadrés à 3, presque le triple d'expected goals, 5 grosses occasions à 3, 34 ballons touchés dans la surface, une victoire 4-0 largement méritée. Maintenant, regardez les stats du match retour, un changement total au niveau des tirs, 18 tirs pour Dortmund, 11 cadrés contre seulement 2 pour le FC Barcelone, 6 grosses occasions à 0. Dortmund méritait sa victoire 3-1. Malheureusement, ce n'a pas été assez pour se qualifier. Donc laborieux, on l'a dit, sur ce match retour. Et la suite pour le Barça, ça a été encore une fois un petit peu laborieux, Philippe, avec une victoire dans les tout derniers instants contre le Celta Vigo. La blessure de Lewandowski en prime. Oui, c'est vrai que contre Celta Vigo, ils sont revenus de très loin puisqu'ils ont été menés 3-1. Et qu'ils ont effectivement perdu Lewandowski, ils sont revenus à 3-3 et ont marqué finalement le pénalty vainqueur par Rafinha à la 98e. Mais malgré tout, il n'y a pas de surprise avec ce Barça où on voit
toujours l'étendue de leurs possibilités offensives. Ils font et leurs faiblesses. Ils font des matchs exceptionnels. Et puis de temps en temps, il y a des fautes de concentration énormes, comme sur ce but. Là, c'est vraiment une bavure de Jong assez gigantesque. Et c'est une équipe qui a effectivement les défauts de sa jeunesse. Je pense que José a raison d'insister là-dessus parce que le PSG a montré la même chose. N'oubliez pas que le PSG est très jeune aussi. Et on l'a vu à Villa, quand tout d'un coup, là, quand tous les ingrédients ne sont pas ensemble, c'est une équipe qui peut avoir des trous. Et le Barça, on a déjà vu cette saison, ça peut revenir évidemment. Et on a revu cette équipe. Et or qu'une grosse domination des Catalans, mais un seul but pour cette victoire-là. Samuel, la blessure de cet homme et l'absence de cet homme, Lewandowski, est-ce que ça peut freiner le Barça en cette fin de saison ? Son remplaçant, Ferran Torres, n'a pas toujours fait l'unanimité du côté de Barcelone. Pourtant, j'adore Lewandowski. Je trouve qu'il a retrouvé un niveau stratosphérique. Je ne sais pas si je l'attendais, même moi, à ce niveau-là, même s'il n'a pas été mauvais la saison dernière. Mais là, il a encore retrouvé un niveau stratosphérique. Et j'étais très critique avec Ferran Torres parce que j'avais mal pour ce joueur, parce que je le trouvais très généreux dans ses appels, dans son envie, dans sa détermination, mais très maladroit dans les 25 derniers mètres. Et je ne sais pas, c'est un peu à l'image de Dembélé. Depuis qu'il a marqué à Dortmund, ou peut-être un peu avant, c'est devenu une vraie machine. C'est-à-dire, et en plus, c'est pas des buts du hasard, c'est-à-dire prise de balle et crochet, ce que je l'avais jamais vu faire auparavant. Je l'avais vu courir à droite, à gauche. Vous êtes d'accord avec Flick, on a un vrai numéro 9. Ah oui, non mais même lui, dans ses déclarations, avant même la blessure de Lewandowski, parce que les joueurs on a été joueurs, sont un peu malins, il disait, ah oui, beaucoup de gens parlent de l'arrêt de Lewandowski, parce que c'était plutôt un joueur connu pour jouer sur le côté, Ferran Torres. Et il a dit, moi je me déclare, je suis capable de jouer avant-centre et je suis la vraie doublure de Lewandowski. Et il a bien fait parce qu'effectivement, il assume ce rôle à merveille. Et face au Bayern, l'Inter est une équipe qui fait désormais peur à tout le monde. Le Bayern a pourtant tout tenté, José, en quart de finale, mais ces Nerazzurri sont décidément d'une solidité à toute épreuve. Oui, on n'en parle pas trop, mais... Ils passent toujours encore un peu sous le radar. Exactement, donc toute leur campagne a été assez discrète, justement, mais ils ne sont pas là par hasard. Barça, on va commencer à en parler quand même. Mais ils sont pas là par hasard déjà, ne serait-ce que dans ce dernier carré. C'est une équipe qui est complète. Il faut rappeler qu'ils étaient en finale déjà donc, il y a 2 ans. C'est solide défensivement avec ce schéma à 3 défenseurs, des pistons, un milieu de terrain. Là aussi, ça va être très intéressant face au Barça parce qu'on parle souvent du milieu de terrain. Alors c'est exceptionnel, le Barça avec Pedri, notamment De Jong et voire Olmo qui jouera sûrement. Mais du côté de l'Inter, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, il y a de l'expérience, il y a de la qualité, c'est aussi très solide. Et puis devant, le duo aussi qui fait peur aussi à pas mal de défense, Thuram, Lautaro Martinez. Donc c'est une équipe qui fait pas de bruit mais qui finalement est très complète. Donc attention, avec de l'expérience donc aussi supplémentaire, mais qui a aussi, je dirais, un jeu assez direct aussi à la récupération. Ça va très vite devant. Donc oui, donc ce sera un match, une opposition en tous les cas très très excitante. Absolument. Et quand on pense à l'Inter, on imagine une équipe hyper solide, presque monolithique, où les positions sont figées dans le marbre. Mais en fait, pas du tout. C'est une équipe qui s'avère assez mobile et on va le voir à la palette finale. Oui, absolument. C'est beaucoup de clichés, vous savez, le football italien, donc ça défend. Bah non, depuis Sacchi, ça fait quand même 40 ans, on devrait commencer à s'habituer. Très bien. 30 ans, 35 ans, allez. Allons-y sur cet Inter où vous allez voir que déjà, oui, monolithique, alors pas du tout, c'est un 3-5-2 très intéressant de la part de Simone Inzaghi où vous voyez que par exemple, là c'est en bleu sur les milieux. Vous voyez qu'il y en a 2 qui sont dans les positions naturelles, Barella et Mkhitaryan, mais que Çalhanoğlu va très souvent chercher le ballon à la relance complètement derrière. Et inversement, vous avez les latéraux qui se démultiplient. Darmian, donc, sur le côté droit. Et sur le côté gauche va arriver Di Marco, oui, je confonds avec le match aller où c'était Carlos, pardon. Vous verrez Carlos tout à l'heure. Là, on reprend exactement la même stratégie, c'est Çalhanoğlu qui n'hésite pas à redescendre et inversement Bastoni qui se projette. Donc finalement, c'est un monolithique, je veux bien qu'on le dise, sur l'aspect stratégique et tactique. C'est une équipe qui est très souvent en 3-5-2, mais pas toujours les mêmes hommes. Regardez Barella qui revient derrière lui aussi. Çalhanoğlu également. Et finalement, pendant ce temps-là, Pavard va se balader. Il est censé être latéral, Pavard. Pavard qui est censé être le troisième axial, le troisième central. Non seulement il n'est pas derrière, mais regardez, il va emmener le pauvre Thomas Müller, il va l'emmener, il va le faire travailler parce que comme Çalhanoğlu est derrière à sa place, Pavard il s'en va et il monte. Donc c'est une équipe qui est très riche tactiquement, très intéressante, pas du tout défensive comme on le croit.
3, elle est capable de défendre aussi. Donc elle a beaucoup d'atouts à mon avis pour gêner le Barça parce qu'elle sait un peu tout faire. Alors regardez Bastoni comment il se projette, et cette fois-ci au match retour c'était Carlos qui jouait là et qui va au bout de l'action alors que Darmian était de l'autre côté. Vous voyez, les deux latéraux étaient au bout de l'action. Donc ne pas croire que cet Inter c'est juste une machine, c'est un peu monolithique, c'est des vieux, ils sont assis sur leur but. Non, ils jouent vraiment au football. On est très loin du catenaccio. Oui. Et c'est là qu'on se rend compte de toute la qualité du travail de Simone Inzaghi, Samuel. Oui, mais moi je suis un peu, alors peut-être je suis ancien école, un peu lassé, on parle technico-tactique. Comment on dit tactico-tactique aujourd'hui? Tactico-tactique. Pour être un bon entraîneur, il faut faire jouer un latéral avant-centre, un avant-centre capable de jouer numéro 6. Mais quelquefois, il y a des entraîneurs, effectivement, il y a des animations qui sont différentes, et Philippe l'a démontré. Mais depuis qu'il est à la Roma, son système, c'est le même. C'est le 3-5-2 avec des animations différentes, toujours un duo d'attaquants complémentaires. Et c'est un très grand entraîneur. C'est-à-dire qu'il fait travailler, je pense, la semaine des schémas pour améliorer son système, mais le système, il reste le même. Et les surprises sont dans cette animation que Philippe a pu démontrer. De ce cadre-là, oui. Voilà, donc on a un cadre, mais les joueurs peuvent sortir de ce cadre. Non, j'ai souvent vu Bastoni, pied gauche, sortir, venir amener le surnombre. Des fois, Di Marco qui rentre intérieur et Bastoni prend l'extérieur. Donc, il laisse beaucoup de liberté, mais il y a un cadre qui est quand même très clair. Donc, c'est un très grand entraîneur. Je ne sais pas s'il est sous-coté ou pas. Moi, j'ai toujours trouvé qu'il était bon. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il faut faire des choses. Il y a plusieurs footballs pour moi, et c'est pas seulement parce que vous faites des choses révolutionnaires, on va dire, que votre équipe sera meilleure. Il faut exploiter 100% du potentiel de votre équipe, et c'est ce qu'il le fait très bien. Cette équipe a des atouts à faire valoir, notamment dans le domaine offensif. Vous les avez cités, José, Lautaro Martinez et Marcus Thuram. Voilà un duo d'attaque très complémentaire et qui commence à faire peur à toute l'Europe. José, tout à l'heure, Samuel se demandait si le coach n'était pas sous-estimé. Est-ce que cette paire d'attaquants-là n'est pas un peu sous-estimée à l'heure actuelle en Europe? Je pense que beaucoup de défenseurs les prennent au sérieux. Lorsque vous voyez la composition d'équipe, j'étais défenseur, je pense que je ne m'attendais pas à passer une soirée tranquille. Non, je pense qu'ils sont respectés. Ils sont respectés parce que, déjà parce qu'ils sont très bons. Ils sont effectivement à chaque match, ce sont des vrais poisons. Ils sont complémentaires aussi. Avec le départ de Lukaku, il fallait reformer justement cette doublette. Et c'est vrai que Thuram a été le complément donc idéal. Peut-être même plus habile encore techniquement, plus agile aussi dans les petits périmètres qu'un Lukaku qui était plutôt uniquement dans un registre quand même je dirais pas ruste, mais en tout cas de planche d'appui, de pivot, alors que comment dire, Thuram a beaucoup plus de variété quand même dans son jeu. Les deux ont une connexion naturelle, ça aussi, et dès son arrivée, donc ça s'est vu. Et les deux font mal. Ils pèsent techniquement, ils pèsent physiquement parce qu'ils font mal. Et puis c'est un jeu avec des transitions assez rapides du côté de l'Inter, parce que on insiste sur la qualité de ce milieu de terrain qui arrive à les mettre dans les meilleures dispositions. Et lorsqu'ils prennent l'espace, lorsqu'ils sont donnés un contre 1, non, ils font mal. Les deux sont vraiment durs à contenir. Et en chiffres, ça donne quoi ce duo? José en parlait, on a vraiment un Marcus Thuram qui est au service de Lautaro Martinez. 4 buts, 4 des 9 passes décisives qu'il a réalisées cette saison ont été pour Lautaro Martinez. D'ailleurs, les 2 dernières en Ligue des Champions l'ont été pour l'Argentin. L'Inter est totalement dépendant de son duo en Ligue des Champions. En réalité, 26% des buts de son équipe pour Marcus Thuram, 47% des buts pour Lautaro Martinez. Ensemble, ils sont impliqués sur 73% des buts de leur équipe à eux deux. C'est juste énorme. Il y a une vraie dépendance au duo Martinez-Thuram. Et voilà pour les chiffres. Et que dit la palette sur cette complémentarité entre les deux? Eh bien, la palette, justement, va démontrer à quel point ils sont liés tous les deux. C'est quand même assez intéressant parce que c'est rare finalement les équipes qui jouent à 2 attaquants. Du temps de Samuel, on le voyait beaucoup d'équipes qui jouaient comme ça, mais aujourd'hui c'est devenu très rare. Et vous allez voir qu'ils ne s'éloignent quasiment jamais. Alors d'abord là on voit leur façon de se mouvoir dans l'aspect défensif. Et regardez immédiatement la recherche entre les deux sur la récupération du ballon. Directement, Lautaro cherche tout de suite Thuram qui obtient, je crois, le penalty, c'est celui contre Monaco, me semble-t-il. Là on revoit une autre action, regardez, ils sont vraiment les deux dans l'axe. Alors, souvent Lautaro un peu derrière Thuram, mais très souvent sur le même, sur le même plan au départ. En tout cas, les deux partent ensemble. Là encore, ils sont toujours sur la même hauteur, ils se recherchent encore. Et si Lautaro décroche parfois un petit peu, vous voyez que Thuram, lui, continue jusqu'au bout, mais pas que.
La preuve, et ça, ce coup de génie de Thuram, qui connaît par cœur son coéquipier, vous vous rendez compte, il est devant le but, il est à 18 mètres, et lui, avant-centre, va talonner, enfin remettre derrière. Ça, c'est une action de génie, elle mérite évidemment d'être vue. Regardez l'écart, hein, ils sont jamais, Lautaro n'est jamais plus de 12-13 mètres derrière Thuram, donc il suit, ils se connaissent par cœur, au point que sur le centre, regardez Thuram devance le défenseur, on se dit n'importe quel avançant tirerait dans cette situation, non. Lui il talonne, il sait que Lautaro est derrière, et que dire de l'extérieur du pied de Lautaro Martinez, bon c'est vraiment magnifique. On a vraiment là, Lautaro était au début de l'action, mais du coup, il n'est pas à l'arrivée aux côtés de Thuram, mais il n'est jamais très loin, puisque vous voyez que Thuram le retrouve encore, et c'est Lautaro qui finit cette occasion. Cette entente, elle est hyper complémentaire en plus. Lautaro très très fort techniquement, plus fort que Thuram, mais Thuram fait un boulot au niveau physique gigantesque et des appels de balles sans arrêt. Aussi, c'est une planche d'appui. C'est mieux qu'une planche d'appui. C'est mieux qu'une planche d'appui. Samuel, est-ce que ce duo, est-ce que ce collectif a les moyens de faire tomber ce Barça dont on a vanté les mérites depuis le début de la saison? Je pense qu'ils ne les feront pas tomber, mais que ce sera deux matchs très intéressants à voir. Là, après, je peux avoir tort, mais je pense vraiment le Barça au-dessus dans cette compétition. Mais ils ont vraiment beaucoup d'atouts. Si on parle déjà des deux attaquants, dans le foot, quand vous jouez avec votre partenaire, il y a des distances de jeu à respecter. Eux les respectent magnifiquement, on va dire. Ouais. On n'est pas dans la même zone, mais on n'est pas loin l'un de l'autre. On se voit, on se sent, on se cherche, comme sur le but. Ça devient instinctif. Et les trois du milieu, pareil. Ça fait combien? 3 ans qu'ils jouent ensemble. 3 faiseurs de jeu. Mkhitaryan, Barella et Çalhanoğlu. Qui respectent le distance de jeu entre trois. Philippe l'a montré avant. Il y en a un qui décroche, l'autre est dans l'axe. C'est 3 numéro 10. Oui, voilà. C'est une grande intelligence dans toute cette équipe. Et ce duo-là, du côté d'Inzaghi, si on doit revenir sur lui, c'était aussi ce duo Caicedo, qui était un Sud-Américain très costaud, avec Immobile, qui était un peu le Lautaro d'aujourd'hui. Donc, vous voyez, un entraîneur qui est dans une certaine continuité, qui sait quel joueur prendre, comme on a dit, pour remplacer Lukaku, qui rentre dans son cadre de jeu, et de suite, ça donne un vrai collectif où les joueurs se sentent les uns les autres. J'ai bien noté que vous voyez quand même le Barça. Oui, malgré tout. Vous aussi? Ils étaient favoris comme le Paris Saint-Germain, hein, on les voyait, moi je voyais quasiment du 50-50 sur les... 50-50 sur toutes les demi-finales. Exactement. Non, franchement, les cartes sont clairement rebattues. À ce stade de la compétition, c'est très difficile. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a de belles demi-finales. Absolument. Voilà donc pour la présentation de ce Barça-Inter. Le Barça ne veut rien lâcher. Le Barça